Bonjour à tous, c'est vraiment un très très grand plaisir pour l'Institut international de la francophonie d'accueillir aujourd'hui Larissa Alves de Lira dans le cadre de nos activités hors les murs, si je puis dire, ou extra universitaires, d'avoir la chance d'avoir une collègue qui nous vient du Brésil, qui nous vient d'une université qui jouit d'une très grande réputation, São Paulo, et elle vient ici en séjour d'études chez nos collègues de l'IESD. Anthony Dabila nous a fait le plaisir de nous mettre en relation. Et donc, on a sauté sur l'opportunité d'avoir une conférence sur une thématique de prédilection qui est celle de Larissa, qui est celle de la géographie française et de l'influence de la géographie française en Amérique latine, et notamment au Brésil. Et donc, c'est une chance de pouvoir la compter parmi nous. On a bien évidemment la possibilité de développer dans le cadre de l'Institut des relations partenariales avec le Brésil, où on a une communauté francophone qui est très importante, où le français est très implanté. Et je pense que la conférence, déjà l'IRIA en tant que telle, et Larissa, pardon, et sa capacité à parler français, et j'ai eu la chance de le voir, mais aussi ses thématiques de recherche, montre l'influence de la francophonie au Brésil aujourd'hui. Alors, je voudrais vraiment la remercier très chaleureusement de nous avoir accepté de faire cette conférence. Je voudrais aussi remercier chaleureusement Anthony qui a fait cette mise en relation, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui manque jamais une occasion voilà, de faire rayonner la francophonie. Donc, c'est vraiment un plaisir de coopérer ensemble, coopération entre l'Institut d'études sur la sécurité et la défense qui est dirigé par Olivier Zagec, et puis de l'autre côté, l'Institut international pour la francophonie, avec, on le voit ici, au travers de la géographie, par exemple, un point de convergence évident sur les questions de sécurité et de défense, sur les questions de francophonie. Donc voilà, c'est encore une fois un grand plaisir de vous accueillir. Et puis, je laisse sans plus tarder la parole à Anthony, qui va dire un mot de présentation peut-être un peu plus appuyé, un peu plus approfondi sur Larissa, ses travaux de recherche, et puis la coopération qui est en cours également dans le cadre de leur relation avec l'USD. Merci à tous. Merci Thomas. Eh bien, en effet, nous accueillons ce soir Larissa Alves de Lira, qui va nous parler donc de l'influence de la géographie française, et en particulier de la figure de Pierre Monbeg, qui faisait partie de la grande mission scientifique qui a permis de lancer l'université de São Paulo, en particulier dans le domaine des sciences humaines. Et Larissa est chercheuse à l'université de São Paulo. Elle a fait sa thèse sur l'histoire de la géographie. Et elle a reçu cette année le prix du premier accessit du meilleur livre sur l'Amérique latine, qui récompensait donc les travaux du monde entier sur l'Amérique latine. Et son livre dépasse donc largement le cadre de la géographie et intéresse toutes les sciences humaines et l'influence de la géographie française et par conséquent francophone dans l'espace sud-américain et latino-américain en général. Je pense que nous pouvons tout de suite lui laisser la parole. Elle nous expliquera mieux que nous ses travaux. Et donc, Larissa, je te passe tout de suite la parole et je te remercie à nouveau d'avoir fait l'honneur à 2IF de participer à cette conférence. Bon, merci Anthony, merci Thomas. Bonsoir à tous et à toutes. Je veux juste m'expliquer parce que j'ai fait un signe de deux pendant que tu annonçais les prix que j'ai gagnés. C'est pour dire que c'est la deuxième place, mention honorable. C'est pas pour me féliciter moi-même du prix. Mais bon, je remercie Anthony et Thomas pour la présentation et pour l'invitation. En effet, j'ai fait une thèse en cocktail entre l'École des hautes études en sciences sociales et HSS et l'Université de São Paulo, dont je mène une thèse sur l'importance de Pierre Monbeg pour la géographie brésilienne, dont le résultat, c'était un livre, en effet, lancé en 2021 sur Pierre Monbeg et la formation de la géographie brésilienne. Aujourd'hui, j'ai choisi de connecter cette recherche passée, donner aussi beaucoup d'importance pour la recherche que je mène actuellement sur les choix de la localisation des Brésiliens. Donc, on va voir que la géographie française et la langue française d'ailleurs ont un impact très important dans toute presque demi-siècle de la géographie du Brésil et les choix d'aménagement. Donc, juste pour préciser quelques dates, la mission française elle est venue au Brésil en 1935, Pierre Monbeg pour São Paulo et Francis Rouelan
pour les Rio de Janeiro. Donc, ils ont fait ces études entre 1935 et 1940. Pierre Monbeg a soutenu sa thèse en 1952. Après, entre 1938 et 1955, il y a eu les débats sur où localiser la capitale et pourquoi. En 1955, on a eu le choix de la localisation de la capitale, en effet, du changement de Rio de Janeiro pour Brasilia. Et en 1960, on a eu le changement de la capitale, effectivement. Donc, les Français, à travers de la diplomatie culturelle française, ils ont un rôle très important dans le sens de former une école de géographie française. D'abord en français, même on se communique en français avec les élèves brésiliens, et après en portugais. Après, ils ont un impact très important pour l'aménagement du territoire et enfin, dans une perspective de développement concrètement des territoires brésiliens. Et cela, ça remporte une différence très importante entre la politique culturelle française et la diplomatie qui était associée à cette entreprise et la diplomatie américaine qui a eu une stratégie complètement différente. Bon, je vais partager mon écran juste pour... Oui, il faut que tu me donnes l'autorisation, Anthony, s'il te plaît. C'est bon? Donc, je vais partager mon écran juste pour vous dire à propos de la présentation elle-même. Donc, Pierre Monbeg et Francis Ruelin, réflexion des géographes français sur l'organisation du territoire et de la localisation de la capitale du Brésil. À gauche, on a l'ancienne capitale, à Rio de Janeiro, les littorales brésilien, la côte atlantique, et à droite, Brasilia, au centre du territoire. On ne voit pas ton écran encore, Larissa. Ah non, bah, pour moi, ça marche. Donc, attends. Donc, tu vois, toi, Thomas? Ah oui, c'est bon, c'est bon. Non, je ne vois pas. Voilà, ça. C'est bon? Oui. Là, on voit le bureau, là. Voilà, ça y est, on voit le PDF, le PowerPoint. C'est bon. Parfait. Donc, on a les deux capitales, comme tu disais, à gauche, Rio de Janeiro, et à droite, Brasilia. Et au centre, Francis Ruelin, malheureusement, je l'ai trouvé une photo un peu plus âgée, il était un peu plus âgé, et Pierre Monbeg en 1935. Alors, Pierre Monbeg, comme je disais, c'était un géographe français qui est venu dans le cadre de la mission française envoyée au Brésil en 1935, et Francis Ruelin, un autre géographe français qui était envoyé à Rio de Janeiro dans le cadre de la même mission française envoyée au Brésil. Tous les deux étaient des disciples indirects du grand géographe français de la modernisation de la géographie, Vidal de la Blache. Pierre Monbeg était élève d'Albert de Mandion, plus directement, et Francis Ruelin était élève d'Emmanuel Dermarton, plus directement, tous les deux disciples de Vidal de la Blache. Ils ont participé alors de la mission française envoyée à l'Université de São Paulo et de Rio de Janeiro. Et au début, c'était une mission pour constituer la science moderne au Brésil, vu qu'il y avait des instituts de droit, de médecine, d'ingénierie qui étaient séparés et qui finalement, ils se sont réunis dans une université pour la première fois au Brésil en 1935. Et cette université, elle s'est organisée autour de la faculté de philosophie, vue comme un modèle de la géographie française à ce moment. Il faut dire alors que c'est important de préciser, je comprends la francophonie maintenant comme une diffusion de la langue française, mais aussi une diffusion des zones d'influence de la France dans les sens scientifiques et intellectuels. Donc, je prends un sens un peu plus large des francophonies, finalement. Bon, donc, par exemple, on a une citation d'un très important intellectuel brésilien qui était élève à ce moment de la mission française. Et il disait qu'à la faculté de philosophie, on soutenait un Français dans la session que j'ai choisie. Aujourd'hui, c'est presque incroyable, mais c'est comme ça. Les professeurs français arrivaient ici, comme on arrive dans une colonie, ils ne demandaient pas si vous comprenez leur langue ou non. Ils parlaient et vous laissez-vous faire. Donc, la mission française, elle a promu cette choc au début autour de la langue française, mais après, même comme c'était une faculté à la base d'une élite qui fréquentait les cours, ils ont fini pour s'adapter et même les professeurs français ont fini pour parler le portugais, quelques-uns.
Donc, on parle d'un large panorama de l'influence française de la langue et de la science entre 1920 et 1960, quelle est la définition de la localisation de Brasilia. En 1920, on peut dire qu'il y a toute une construction diplomatique pour faire agrandir la zone d'influence française dans l'Amérique latine. En 1930-1950, comme je disais, il y a toute une analyse de Pierre Monbeck et de Francis Ruellin pour comprendre la dynamique territoriale du Brésil dans ses travaux de recherche et d'enseignement. En 1940-1960, il y a une définition de la localisation de Brasilia. Donc, la géographie française a participé d'un large processus d'enseignement et d'organisation du territoire brésilien. De manière qu'à la fin de son passage, Francis Ruellin, il a dit que la construction de Brasilia était le projet géographique le plus important qu'il a participé dans sa vie. J'ai organisé les plans de la présentation en 3 parties: la construction diplomatique de la mission universitaire française, Pierre Monbeck, la critique du mouvement pionnier, la controverse sur la localisation de la capitale. Donc, c'est important de dire que la mission française qui était menée par la diplomatie, par la géographie en association avec la géographie, elle a choisi un type d'influence différente des autres types d'influence diplomatique, c'était l'américaine, l'anglo-saxonne plutôt. Donc, la diplomatie française a choisi les professeurs comme vecteurs de leur influence culturelle, tandis que les anglo-saxons ont choisi les chercheurs comme vecteurs d'influence culturelle. Et on va voir que ces 2 stratégies ont des résultats complètement différents. Et finalement, on voit que les Français ont été les plus importants pour aider à organiser les territoires concrètement. Donc, la France, elle participe d'une stratégie, comme je disais, d'une influence culturelle plutôt qu'une influence économique ou politique. Et elle a choisi donc les mondes latins. Et cette influence, ça se fait à travers de la science et des professeurs comme une zone d'influence, comme un objectif important à accomplir par la diplomatie. Donc, en 1846, on a la fondation de l'école française d'Athènes. En 1873, on a l'école de Rome. En 1928, l'école de Madrid. Et finalement, dans les années 30, on voit que la géographie française s'implique dans cette relation avec la diplomatie. Et Emmanuel de Marton, les professeurs, surtout de Francis Ruellin, ils participent de ce mouvement pour tisser des relations internationales de la géographie française. Donc, sa conception, selon des études qu'ils ont fait à partir du travail d'Emmanuel de Marton, est dite par Delfosse, par exemple. Certes, les géographes français peuvent apprendre des méthodes d'enseignement de la géographie en Amérique. Mais ce qui est nouveau, c'est que les géographes français peuvent, selon la formule de Desmartons, rendre des services. À cette époque-là, Emmanuel de Marton, il devient aussi secrétaire de l'Union géographique internationale en 1931. Et on va donc tisser des relations dans tout le monde, une espèce de construction d'une hégémonie de la géographie française dans l'Union de la géographie internationale. Il y a aussi un effort de faire qu'on les géographes français explorent le monde dans ce nouvel cadre de la géographie judéalienne et fait étendre ses influences. La diplomatie, donc, elle a choisi les professeurs comme vecteurs de son action culturelle. Et on voit, par exemple, une espèce d'intermédiaire important entre la diplomatie et l'élite brésilienne qui commence à participer de ces efforts, qui étaient, par exemple, les médecins Jorge Dumas, qui participent à l'organisation de l'enseignement au Brésil. Il faut dire que l'élite brésilienne, elle est déjà très francophone, de manière que plusieurs instituts, comme par exemple l'Institut franco-brésilien de haute couture, sont formés afin de recevoir les professeurs français dans ses voyages à l'étranger et finalement au Brésil. Il est monté un service des ouvres à l'étranger en France. Et on voit par exemple les sociologues Paul Facone,
Paul Fauconnet dire dans une conférence à l'Institut franco-brésilien de haute couture. J'ai été les témoins à São Paulo d'une magnifique faculté de médecine, d'une notable faculté de droit et d'une école polytechnique de renommée universelle. Je n'ai pas vu en revanche d'enseignement supérieur en philosophie, de littérature ou de langue. Eh bien, messieurs, sans organe capable de fournir cet enseignement, on ne peut pas parler d'université. Et comme j'ai vu que c'est dans le domaine des lettres qui fait les plus défauts, je répète qu'il faudrait s'occuper d'une faculté de philosophie, des sciences et des lettres ou d'un organe similaire. Donc, on voit très clairement l'importance de ces intellectuels français en voyage au Brésil pour construire les modèles de ce qui va être l'université de São Paulo. Donc, on va par exemple les protagonistes brésiliens qui commencent à adopter cette conception de l'organisation de la culture française au Brésil. Donc, Paulo Duarte, qui était un des organisateurs de l'Université de São Paulo, lié à des politiciens brésiliens, il déclare dans cette époque-là, ça c'est un témoignage qu'il a fait après. Nous avons choisi, ici d'un commun accord, deux paradigmes, disons, pour l'université. En premier lieu, la formation des Julinho, son partenaire, comme la mienne, sont des formations françaises. Mais nous n'avons pas souhaité nous restreindre à notre formation française. Nous avons choisi la Sorbonne, évidemment, pour étudier une université structurée de façon scientifique. Et nous avons choisi également l'université anglaise avec Cambridge. Nous avons fait chercher toutes les informations possibles sur ces universités, mais en réalité, l'organisation française était supérieure à l'anglaise. Et nous pouvons dire que notre organisation suit 80% les modèles français. Donc, les Paulistas, les gens qui ont organisé l'Université de São Paulo, ils forment des commissions pour organiser cette université. Et finalement, le modèle français, il est adopté dans le sens que l'université l'organisait autour de la faculté de philosophie et dans le sens qu'ils ont rejeté un peu les modèles anglais de faire donner plus d'attention à des sciences pratiques et à des laboratoires. Donc, on voit la mission française envoyée au Brésil avec des intellectuels qui après vont devenir des intellectuels très importants de le monde culturel, tels que, par exemple, Pierre Monbeg à gauche, Fernand Braudel au centre et Claude Lévi-Strauss à droite. Donc, au principe, l'université, elle était remplie par une élite, et même une élite d'élèves, en fait, une élite de São Paulo, qui parlait le français et qui comprenaient leurs professeurs. Mais après, il y a eu un changement parce que l'université a failli ne pas pouvoir se renouveler. Il y avait peu d'intérêt par les élèves de l'élite pauliste. Ils ont commencé à admettre des élèves d'une classe plus populaire. Et à ce moment, ils ont dû changer un peu aussi la langue dont ils parlaient. Et quelques profs ont fait un effort d'adaptation de leur langue pour que les élèves comprennent l'enseignement. Mais encore, on dit par exemple, on va Rui Coelho, il dit qui nous avons vécu une phase de l'éducation brésilienne où le français était une deuxième langue. Nos parents parlaient français. La difficulté ne venait donc pas tant de la langue que de l'immersion soudaine dans une méthode et dans un style de cours auquel nous n'étions pas habitués. Cette mission française est très intéressante comme détail, juste comme curiosité. Elle a produit pour la diplomatie plusieurs rapports de ce qui s'est passé à São Paulo. Et parfois, on voit dans les archives diplomatiques des informations même confidentielles qui apparaissent dans ces rapports et qui sont informées par les professeurs français pour la diplomatie. On voit par exemple dans la première photo, en invoquant la nécessité de couper court à des activités dirigées contre les nouveaux régimes, les gouvernements viennent de mettre la main sur le journal O Estado de São Paulo, qui était le plus important de la grande métropole commerciale et industrielle du Brésil. Cet organe d'opposition était en même temps le plus dévoué à la cause française. Dans la photo de gauche, on parle par exemple dans ces rapports de l'instabilité de la vie politique brésilienne. Les stratégies diplomatiques nord-américaines étaient complètement différentes. D'abord, ils sont arrivés plus tard. Ils ont
ils ont préféré de recruter des étudiants pour étudier aux États-Unis et pour devenir techniciens, des techniciens pour étudier aux États-Unis. Et une deuxième stratégie, c'était l'envoi des chercheurs sur le terrain. Donc, Preston James à gauche, à droite, pardon, et Leo Weib au centre, c'était des géographes, les premiers américains et les deuxièmes allemands et américains qui ont été venus au Brésil pour faire des travaux de terrain. Donc, la stratégie américaine, pendant que la stratégie française, c'était envoyer des professeurs pour former des écoles, la stratégie américaine, c'était envoyer des chercheurs avec les bouts de découvrir des zones productives qui étaient encore vides dans le monde pour fournir un problème, pour essayer de régler les problèmes alimentaires qui apparaissaient après la Première Guerre mondiale. Et aussi étudier des espaces vides qui étaient considérés vides au Brésil pour des grands déplacements des populations avec l'objectif d'y alléger des problèmes politiques qui sont apparus entre les deux guerres. Bon, Pierre Monbeg, alors, il a fait aussi, au plus d'être professeur au Brésil, il préparait aussi sa thèse. Donc, il y avait une synergie entre l'enseignement et la recherche. Il a décidé d'étudier ce qu'il appelle les mouvements pionniers. Les mouvements pionniers, d'abord, c'est un sujet états-unien, c'est-à-dire les zones ouvertes dans le monde où il y a encore l'avancée de la civilisation où ces zones vertes et primitives et naturelles s'est passé encore. Et on voit, par exemple, la carte d'Isaiah Bauma, dont il signale que la zone pionnière était au Brésil, en Russie, en Australie et un peu aux États-Unis et au Canada. Donc, ces mouvements de créer une civilisation à partir d'un espace naturel et une civilisation qui fait un mouvement avec les conquêtes des espaces. Et en même temps, cet espace, il devient soudainement un espace qui est au gré des oscillations du marché mondial. Donc, les zones pionnières, elles sont des transformations des civilisations en mouvement qui fournit aussi des produits pour ce marché international. Pierre Monbeg, donc, il fait plusieurs travaux de terrain dans cette zone pionnière, dans ces marchés mondiaux qui avancent très rapidement sur les territoires. Donc, il étudie cette avancée qui part de São Paulo et de Santos et qui va vers l'ouest à travers des réseaux ferroviaires. Il voit comme cette frange pionnière au Brésil, elle produit des installations, par exemple, des habitations très instables, très fragiles, et qui, donc, il fait plusieurs terrains. Il finit finalement pour avoir une posture très critique par rapport à la frange pionnière, parce qu'il voit que cette liaison directe entre les terres qui sont découvertes et les marchés mondiaux provoque un mouvement très instable dans les territoires, dont les gens ne s'ancrent pas au territoire tel quel un paysan, comme on voit dans l'Europe occidentale. Donc, Pierre Monbeg, il forme école à São Paulo. Donc, on voit par exemple qu'il dirige des travaux de terrain avec des élèves. Il fait plusieurs conférences. Il forme un groupe, effectivement, autour de lui. Il décortine, alors ça c'est un peu petit, c'est un peu difficile de voir. Il décortine ces fonctionnements de sa frange pionnière avec une vision critique de l'instabilité qu'elle provoque dans les territoires, cette oscillation d'aller et retour de la frange pionnière des populations, des travailleurs qui n'arrivent pas à se stabiliser dans les territoires tels comme on a dans l'Europe. Donc, il explique cette dynamique de la frange pionnière comme un mouvement d'aller et de retour en fonction de la demande du marché global du café, c'était les produits qui São Paulo produisait les plus à cette époque. Donc, une vision plutôt critique de la frange pionnière. Tandis que les Américains avaient une autre perspective pour comprendre la production du café au Brésil à ce moment. Ils n'étaient pas très intéressés dans la dynamique de la population locale, telle comme étaient les Français, mais surtout les espaces
des espaces naturels qui pouvaient être productifs, qui pouvaient rendre service, on peut dire, à l'économie globale. Donc, ils cherchaient toujours de cartographier les territoires du point de vue des ressources, donc du point de vue de la géographie physique et moins de la géographie humaine telle qu'elle, Pierre Monbeck, par exemple, a montré dans La Franche pionnière. On voit par exemple une citation de Preston James. The more intensive the economy becomes, the more the patterns of distribution become adjusted to the underlying qualities of the physical milieu. The economist is able to predict the swing toward intensification. The geographer can suggest the probable areas of concentration. Donc, les Américains étaient plus intéressés à cartographier les ressources de cette géographie physique. Finalement, ils participent, les Américains et les Français, d'une première controverse sur la régionalisation du Brésil, justement. Les Français, ils mettent attention sur l'importance de la régionalisation du point de vue de la géographie humaine et les Américains du point de vue de la géographie physique. Mais la plus grande controverse était finalement la question de la localisation de la capitale. Et on voit que la question de la localisation de la capitale était... les manières dont elle était pensée pour déplacer du littoral pour l'intérieur étaient basées très fortement dans la critique de la dynamique de la Franche pionnière, telle comme Pierre Monbeck il l'a démontré dans ses travaux avant. Donc, on voit deux modèles de l'avancée pour l'Ouest à ce moment, qui était un débat dans la commission pour organiser les nouvelles localisations de la capitale. Les premiers modèles pensaient la capitale à l'intérieur, dans un type d'avancée démographique menée par l'État grâce aux dons de terre. C'était une proposition française, mais aussi géopolitique et militaire, dont étaient associés Francis Ruelle, Pierre Monbeck et d'autres Brésiliens et militaires du Brésil de ces moments. Et on voit une deuxième proposition plutôt anglo-saxonne de penser l'avancée vers l'Ouest et la nouvelle localisation de capitale comme une croissance économique axée sur les marchés avec des ventes de terrain, c'était la proposition anglo-américaine. Dans la première, on voit la base, c'était la critique du mouvement de la Franche pionnière, c'est-à-dire la capitale, elle devait faire face au processus naturel économique du territoire. Et la deuxième proposition, plus américaine, c'était approfondir la dynamique de la Franche pionnière et laisser l'économie s'approfondir dans les modèles qu'elle a à ce moment déjà. C'était une époque aussi où le président du Brésil, qui s'appelle Getúlio Vargas, proclame l'importance de ce qu'il appelle marche pour l'Ouest, c'est-à-dire conquérir les territoires dans l'intérieur du Brésil. Donc, on voit la participation américaine, la projection américaine, qu'est-ce que c'est finalement qu'est-ce que c'est conquérir les centres du Brésil à ce moment. Et son idée, c'est de capturer les centres à partir du littoral, c'est-à-dire maintenir la capitale dans la côte et faire les ressources venir de l'intérieur vers la capitale. De manière qu'on voit, par exemple, Preston James qui dit « La seule prédilection qu'on pourrait faire consciemment est que la colonisation brésilienne ne s'étendrait jamais uniformément sur les territoires. L'application des méthodes agricoles et scientifiques aura pour effet augmenter la densité de la population dans les villes plutôt que d'accroître la colonisation agricole au-delà des frontières actuelles. Si les arrière-pays sont transformés en terres agricoles, il est probable que cela se fera par l'emploi des machines sur des grands domaines avec un nombre relativement faible de travailleurs. Au contraire de la proposition de Preston James, on voit justement la proposition de Pierre Monbeck qui défend dans une conférence faite à Strasbourg en 1964 que le Brasilia doit être comprise comme une autre frange pionnière qui fait face à la frange pionnière pauliste. Donc, Brasilia, c'était une espèce de frange pionnière à l'inverse, c'est-à-dire construire un pôle territorial au centre du Brésil pour faire pression à la frange pionnière de São Paulo qui vient dans le sens contraire. Et c'est pour ça aussi que cette
cette création de ce pôle, elle doit faire pas justement du point de vue économique, mais aussi du point de vue démographique et culturel et des migrations des populations. On voit un grand débat qui a lieu dans les instituts brésiliens de géographie statistique, dont les rapports étaient faits, qui s'appelle la localisation de la nouvelle capitale de la République. Il y a ce moment-là aussi que Francis Whelan, avec Pierre Monbeg, font des divergences très importantes avec Leo Weibel et Preston James. De manière qui sont formés deux comités d'études. Francis Whelan était le leader d'une commission qui avait pour but faire des études détaillées sur des sites de la capitale. Ici, on voit la carte de tous les sites qui étaient étudiés comme possibilité de devenir capitale du Brésil. Et Leo Weibel était responsable pour l'étude des positions relatives par rapport aux principaux centres urbains et économiques. Donc, on voit que les études des sites et des situations, ils révèlent en plus cette controverse de ces modèles d'occupation du Brésil. J'ai fait un peu vite parce que pour arriver au bout finalement. Bon, finalement, j'ai fait la conclusion de toute cette panorama pour dire qu'il y a eu deux modèles d'organisation territoriale. Un modèle à droite qui s'était plutôt défendu par les Français brésiliens comme un centre qui pouvait faire face à l'organisation du littoral, c'est-à-dire un autre modèle d'organisation du Brésil où s'établit une concurrence territoriale entre ces modèles liés au littoral et les modèles économiques liés au littoral et les modèles politiques centrés à l'intérieur. Et on voit aussi, dans l'autre côté, la proposition américaine qui défend que la France pionnière doit se développer avec ses forces naturelles en complémentarité au marché mondial global. Pour finir, donc, on peut dire que finalement, les projets choisis, c'était mettre Brasilia au centre, c'est-à-dire c'est la mission française et les intellectuels françaises qui ont aidé à définir les modèles de colonisation de territoire concrètement. Et on voit aussi peut-être une raison pour celle-là, qui, à mon avis, c'était une des raisons très importantes pour qui les modèles français étaient finalement choisis, c'était que les Français, ils ont fait école. Donc, ils ont formé des disciples, ils ont diffusé leur langue, leur culture, pendant que les Américains, ils ont fait des recherches tout strictement, de manière que la proposition française, elle a finalement, avec des militaires et des Brésiliens qui ont pensé les territoires un peu de la même façon, elle a finalement fini par être adoptée par les gouvernements en 1955 et Brasilia était déplacée de Rio de Janeiro pour Brasilia en 1960. Je vous remercie. J'essaie de revenir. Oui, Larissa, désolé, j'avais un petit problème de micro. Bon, ben, merci beaucoup, c'était vraiment extrêmement intéressant. On voit vraiment qu'il ne s'agit pas simplement de la discipline ou d'une méthodologie ou d'une épistémologie. Il s'agit vraiment d'un vecteur linguistique et le français en tant que véhicule de l'influence française a été comment dire, primordial et a une importance que l'on considère comment dire, étrange aujourd'hui, même si, se projette avec l'anglais, ça paraît assez normal que des professeurs ne posent même pas la question de savoir si on parle ou pas la langue. C'est absolument naturel qu'un Américain arrive et ne s'excuse pas de ne pas parler le français ou le danois, il parle directement en anglais, c'est comme ça. Bah, c'était comme ça avec le français, fut un temps, et dans une époque où pas si éloigné de la nôtre, c'était pas au XVIIe siècle, hein, c'était, il y a des gens qu'on connu, qui sont toujours vivants et qui ont été formés à cette école française et francophone. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cet exposé, c'était vraiment extrêmement intéressant de voir toutes ces archives, cette utilisation et de voir comment ta recherche a pu être
orienté vers cette idée du véhicule du français et comment ça s'est transformé en influence politique durable, puisque le choix principal du XXe siècle en termes d'aménagement du territoire du Brésil a été fait directement sous influence française et francophone. Pour nos amis francophones qui nous écoutent dans l'ensemble des régions francophones, qu'elles aient été soumises à une influence politique française directe ou pas, cela évoquera certainement des précédents, mais là, il s'agit d'un domaine qui n'a jamais fait partie d'un quelconque domaine d'outre-mer français. Donc, c'est particulièrement intéressant de voir l'attractivité de la France et du français à cette époque de l'entre-deux-guerres, puis des années 50, 60, qui sont au moment d'un décollage important pour le Brésil au niveau économique, démographique, et le début d'une influence mondiale qui ne s'est pas démentie depuis là. Merci beaucoup, Larissa, pour cet exposé qui était vraiment très appréciable et je pense qu'il va être apprécié des auditeurs de 2IF, de l'Institut international pour la francophonie. Merci beaucoup et donc sans doute à bientôt en présentiel à Lyon pour de nouveaux débats autour de l'influence du français et de la France. Merci. Merci à vous. Au revoir.